Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alain Stockley. Je suis professeur en technologie éducative à l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM. Bonjour, alors Sophie Brière, je suis un petit peu l'intruse parmi ce colloque qui porte sur l'éducation. Je suis en sciences de la gestion. Vous parliez de multidisciplinarité tout à l'heure, là. Je pense que c'est On a un bon exemple, ouais, on quand a un même. bon exemple aussi Ouais. là de comment mais je travaille beaucoup sur des enjeux là d'équité, de diversité, d'inclusion et d'intersectionnalité dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le milieu universitaire, là. Donc, d'où un peu notre Ouais, donc, particulièrement actif dans l'Institut Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité, à quand même. l'Université Laval. Et moi, je suis impliqué dans le laboratoire RELIA, qui est sur l'innovation pédagogique et l'apprentissage en enseignement supérieur. En fait, on va détailler davantage le maillage qu'on a réussi à faire. Juste avant de commencer, j'aimerais savoir qui opérationnalise des approches méthodologiques de type design-based research, ou je pourrais dire même de la recherche-développement dans le cadre de ces recherches. Oui, j'imagine. Donc, on va en savoir davantage. Donc, c'est quand même pas mal nouveau pour vous. Je pense que votre projet pourrait faire Ouais, l'objet, ça ressemble un en tout cas, il pourrait y avoir des leviers particulièrement intéressants de l'opérationnaliser avec une design-based research. peu. Peut-être. On pourra en discuter par la suite, hein? Oui, tout à fait. Donc, c'est bien. Puis, on est une centaine de personnes en ligne, j'ai vu. Donc, ça devrait faire son chemin, là. C'est vrai, il y a beaucoup de gens en ligne. Non, non. Non, non, mais je me disais, ça, c'est peut-être. Bon, en guise d'introduction, quelques éléments contextuels par rapport à la présentation. Donc, par rapport au design-based research, je pense qu'il y a vraiment une pertinence par rapport aux équipes de recherche afin qu'elles soient plus inclusives et aussi plus participatives. Vous avez compris que le design-based research a un aspect particulièrement euh, prépondérant sur l'idée de travailler en collaboration. Et aussi, ben, évidemment, par rapport à cette présentation-là, mieux comprendre comment l'approche DBR implique les marges, notamment les groupes historiquement marginalisés. De là, cette adéquation quand même assez intéressante par rapport au colloque qu'on vit ensemble présentement. Donc, on avait déjà formalisé cette idée-là quelques temps auparavant, puis on avait pu aussi vraiment mettre en œuvre tout ça dans le cadre d'un projet de recherche financé aussi. Donc, ça montre la pertinence maintenant, entre autres, de le faire. Par rapport à la présentation, de façon plus formelle, bien évidemment, on va présenter la méthodologie. On va voir comment on peut concrètement l'appliquer dans le cadre d'un projet de recherche qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Mais non, je l'aborderai tout à l'heure. Puis aussi, ben, comment ça peut contribuer, entre autres, à l'inclusion des groupes historiquement marginalisés. Puis aussi, ben, le but ultime d'avancement des connaissances, entre autres, sur la recherche, notamment qualitative, pas que, mais en grande partie par rapport à ces aspects-là qui sont, euh, qui sont, entre autres, là, des thématiques dans lesquelles on intervient. Euh, un bref historique, l'approche design-based research a commencé dans les années 90, notamment avec les travaux de Anne Brown à l'université l'UCLA, donc en Californie, où elle critiquait entre autres les approches de recherche, je dirais surtout celles qui ont des postures épistémologiques positivistes en éducation. C'est-à-dire que la plupart du temps, euh, quand on vient qu'à mettre des devis de recherche qui vise à aller évaluer, comparer certaines variables, ben on reste on a limité quand même certains aspects où on pourrait passer potentiellement à côté. Donc, ce que Anne Brown mentionnait, c'est que quand le milieu est particulièrement complexe, ça arrive vraiment en éducation, hein, le milieu n'est pas complexe, c'est très simple. Non, je caricature. En fait, c'est pratiquement toujours complexe. Il y a également aussi beaucoup de variables qu'on doit tenir compte. Et quand on a un devis de recherche un peu trop circonscrit en amont, ben peut-être qu'on passe à côté aussi de certaines choses. Donc, l'idée du design-based research a fait en sorte que ben, ça tient compte de ces aspects-là. Et l'aspect design, ici, est particulièrement important. C'est l'idée de développer un dispositif, je vais le prendre de façon très générique, là, mais il faut concevoir quelque chose qu'on va aller tester en contexte réel, puis qu'on va évaluer également. Donc,
l'idée, c'est d'arriver, je suis rendu au deuxième point maintenant, trouver des solutions innovantes. Évidemment, ça se passe beaucoup dans un contexte d'innovation. Il faut dire aussi qu'au départ, euh, ben, vous avez compris que je travaillais en technologie éducative, donc avec le numérique. C'était souvent des projets, entre guillemets, technologiques, mais de plus en plus, on tient compte de l'idée de la complexité, euh, des éléments en lien avec des dispositifs innovants. Donc, ça cadre bien cette méthodologie-là pour arriver à mettre en place un devis de recherche pour faire en sorte que, ben, oui, on va travailler en collaboration avec le milieu, puis aussi, ben, on va développer ensemble ces dispositifs-là pour qu'ils répondent le plus possible aux besoins, donc à trouver les solutions les plus adéquates avec le milieu. Je vous donne quelques exemples aussi concrets, mais on va venir vraiment plus tard par rapport au colloque. J'encadre pas mal d'étudiants avec ce type d'approche de recherche-là. Notamment, j'ai un étudiant qui travaille sur le développement de la compétence numérique, mais sur l'aspect de créativité. Donc, on peut s'entendre qu'il y a des aspects quand même assez complexes à ce niveau-là. Puis à ce moment-là, il met en place une approche aussi de design-based research. J'ai aussi une autre étudiante qui s'intéresse, qui est une anthropologue, qui enseigne l'anthropologie, puis qui s'intéresse à l'enseignement des théories complexes. Donc, elle a mis en place un dispositif pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vraiment contribuer à l'amélioration de l'enseignement. J'ai une autre étudiante qui travaille sur le développement de la compétence numérique aussi, mais dans une perspective de développement professionnel, donc qui pourrait s'appliquer évidemment à d'autres thématiques. Donc, on peut vraiment, vous voyez, dans un sens très large, appliquer ces approches de recherche-là qui a quand même pas mal de sens là. Euh, c'est pas toujours simple, vous allez voir, mais je pense qu'on a quand même des effets particulièrement bénéfiques pour arriver à mettre en œuvre ce type de projet-là. Ce qui fait qu'il y a probablement une certaine complexité, c'est qu'il y a toujours un paramètre essentiel par rapport au design-based research, c'est que ça se déroule toujours en contexte réel. On n'est pas dans un labo, là. La classe n'est pas vue comme un laboratoire non plus. Donc, c'est vraiment important que ce contexte réel-là, real life setting, comme on dit, puisse être pris en compte. Donc, on fait en sorte qu'on puisse évidemment considérer tous les aspects qui se déroulent dans le cadre du contexte réel et non dans un environnement contrôlé comme un laboratoire. Donc, ça, c'est un aspect qui est particulièrement important. Euh, L'autre aussi élément particulièrement important, ça se fait pas tout seul. On reproche souvent aux universités d'élaborer des devis de recherche un peu dans leur tour d'ivoire, puis après ça, on arrive et on les met en œuvre sur le terrain. Il faut absolument pas que ça soit comme ça. Donc, il faut le faire en collaboration avec les parties prenantes. Les parties prenantes, évidemment, c'est tous ceux qui sont touchés de près ou de loin au projet. Puis à ce moment-là, ça fait en sorte que de là l'idée aussi d'inclusion des différentes parties prenantes. Hein. On ne pourra pas mettre de côté certains groupes ou certaines parties prenantes pour toutes sortes de raisons. Je pense que l'idée même, le fondement même du design-based research est évidemment de les considérer. Et si on le fait pas, on passe quand même pas mal à côté. Et un autre élément particulièrement important dans les caractéristiques d'une design-based research, c'est évidemment de contribuer à la fois aux aspects théoriques. On doit avoir quand même un cadrage théorique dans le cadre d'une design-based research. On doit quand même aussi avoir cette grille d'analyse-là pour pouvoir évidemment donner un sens à nos données et pouvoir également aussi être capable, dans une certaine mesure, de dire qu'on a contribué à l'avancement des connaissances, mais également aussi, il faut qu'il y ait des considérations pratiques, c'est-à-dire le dispositif, tous les artefacts qu'on a réalisés puissent servir par la suite aussi dans le milieu. Donc, c'est l'idée de redonner à la communauté pour pouvoir dire, évidemment, le chercheur, la chercheuse n'a pas juste contribué à l'avancement de la science, mais également aussi à des interventions sur le terrain, ce qui m'apparaît aussi particulièrement essentiel à faire. Dans les écrits maintenant sur les... est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, 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 vas-y sur la méthode. Là. Par rapport, entre autres, à tous les écrits sur le design-based research, bon, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que, entre guillemets, je m'amuse à opérationnaliser des projets.
l'ensemble de mes projets, notamment ceux financés, adoptent une posture vraiment de design-based research. Et j'avais trouvé, entre autres, que quand on regarde les écrits, la façon de l'opérationnaliser, c'est pas super clair et parfois aussi, c'est quand même assez complexe. Et de là, l'idée de présenter le prochain graphique ici qui est de loin moins complexe de ce qu'on pourrait retrouver. Puis aussi, je vais vous l'expliquer, là, il y en a un qui est quand même un peu répliqué, là, mais vous allez voir, ça a un sens sur la trame narrative, si on peut dire, du projet de recherche. Souvent, dans les graphiques que je voyais, notamment les travaux de Reeves, euh, on, on juxtaposait des éléments en lien notamment avec la posture de la personne qui fait la recherche, mais également d'autres considérations extérieures, ce qui faisait en sorte que c'était pas tout le temps simple. Puis il y avait des évidences aussi qui m'apparaissaient, peut-être pas toujours pertinentes. Ben, en tout cas, c'était pas. Il me semble que c'est clair qu'on fait toujours une revue de littérature, mais là, il était comme un peu imbriqué à certains endroits. Donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est d'arriver à faire en sorte que on puisse voir de façon fluide comment on peut opérationnaliser une design-based research dans son contexte. Euh, Parfois, on peut faire qu'un cycle itératif. Là, j'en ai mis deux. J'ai fait une flèche vers la troisième. Euh, j'ai des collègues qui ont fait des thèses avec 6 itérations. Je vous le conseille pas, mais ça peut être des boucles qui peuvent évidemment avoir une très, très longue portée, là. Donc, pour un projet d'envergure aussi, ça peut être tout à fait approprié, mais un projet de moins d'envergure, on pourrait dire on fait une première boucle itérative. Donc, quand on regarde ici, évidemment, il y a une première phase qui est l'analyse et l'exploration. Donc, ce sont à peu près les mêmes éléments qu'on fait dans l'ensemble d'une recherche, c'est-à-dire une revue de littérature, mais maintenant, on va ajouter des éléments en lien avec les aspects euh, du travail collaboratif avec le milieu pour bien comprendre les éléments de problématisation aussi, parce que la problématique, bon, ça, on peut en discuter longtemps, mais elle peut évidemment clairement émaner du milieu, là. On peut la documenter, évidemment, scientifiquement, là. Ben, en fait, il faut, mais elle peut, en amont, émaner du milieu. Puis je pense que c'est vraiment pas une mauvaise chose. Par la suite, ça nous amène à l'aspect développement, où on va penser à un dispositif qu'on va aller concevoir avec le milieu. Surtout pas nous seuls avec l'équipe de chercheurs-chercheuses, là. Évidemment, il faut le faire avec le milieu pour par la suite aller, entre guillemets, l'implémenter, c'est-à-dire qu'on va aller le tester dans le milieu. Et évidemment, il faut que ça soit fait en contexte réel, donc surtout pas en laboratoire. L'autre élément qui suit, qui s'appelle évaluation, ben, c'est là qu'on va faire des collectes de données. Donc, tout l'appareillage méthodologique que vous avez à votre disposition, ben, évidemment, il est potentiellement valide ici. Tout est en cohérence, évidemment, avec ses objectifs. Ici, on n'apprend rien, mais ça reste que l'évaluation, euh, tout l'appareillage qu'on peut utiliser se retrouve là pour pouvoir vraiment bien évaluer notre design qu'on a testé en contexte réel. Et les résultats, ça c'est un aspect particulièrement important du design-based research, et les résultats vont servir d'input à l'itération suivante. Donc, on va faire le redesign de notre dispositif et par la suite, on va recommencer une boucle de tests, d'évaluation. Tout ça en adéquation, évidemment, avec nos objectifs, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut évaluer. Nos objectifs peuvent évoluer en fonction de chacune des itérations. C'est ce que je préconise parce que sinon, la boucle m'apparaît pas cohérente euh, pour pouvoir voir une évolution. Puis à ce moment-là, ben, c'est comme si on testait un peu le même dispositif aussi. Donc, ça fonctionnerait pas bien. Donc, on fait une évaluation et les résultats servent d'input aux besoins si on a une troisième itération et par la suite, on peut refaire les différentes boucles. Donc, je te cède la parole maintenant pour l'alignement avec... Oui, je vois pas vraiment. Je vais me lever, je pense, parce que je vois pas vraiment bien. Je vais remettre de... si on peut déplacer, en tout cas, c'est bon. Est-ce que les gens me voient ou m'entendent à distance? Oui. Je reste là. C'est bon comme ça? Parce que ça. Ben, merci Alain. Dans le fond, le lien entre la méthodologie qu'Alain a expliqué
Et le projet de recherche, en fait, qu'on fait, c'est sur le projet de recherche sur les biens conscients dans les organisations. Donc, on est parti vraiment d'un besoin, puis c'est après qu'avec Alain, j'ai dit c'est la bonne méthode que ça nous prend. Donc, le lien entre la méthodologie qu'on vient d'expliquer et les inégalités. Dans le fond, on peut partir comme ça. Ben, ouais, en fait, le design-based research, c'est surtout utilisé en éducation. Et pour le projet, il y avait des besoins, notamment en formation. Et c'est là que ben, on avait vu la pertinence vraiment de mettre ce devis-là de recherche en marche pour bien répondre aux besoins. Besoin, c'est ça. Nous, au Québec, faire une histoire courte, puis je vais en parler plus demain, on a une autre présentation sur le sujet, mais il y a une grosse volonté de rendre les organisations plus inclusives, les universités aussi. Il y a eu beaucoup d'argent des organismes subventionnaires de recherche pour faire en sorte que on inclut davantage les groupes historiques. Nous, on appelle ça des groupes historiquement marginalisés, en tout cas, c'est connu. C'est le lien avec les marges. Principalement, ça touche les femmes, les personnes en situation de handicap, les premiers peuples, donc les personnes autochtones qui sont vraiment en marge ici chez nous. Les personnes qu'on appelle racisées, toutes les personnes immigrantes au travail hein, qu'on reçoit chez nous dans nos organisations et toute autre forme de discrimination basée sur l'âge, les inégalités de classe sociale aussi, on parlait tout à l'heure. Donc, comment on fait ça chez nous? Comment on peut les inclure? Puis, un des éléments sur lequel on travaille beaucoup au Québec, c'est toute la question, on en a parlé tantôt, des stéréotypes. Donc, oui, on peut regarder les structures organisationnelles, mais on s'est rendu compte que on devait travailler sur les biais. Les gens ont beaucoup de biais quand ils font le recrutement, la gestion de carrière dans les universités, les conditions de travail, tout ça. Donc, le projet a porté là-dessus. On a eu un bon financement d'un organisme subventionnaire de recherche canadien, le CRSH, et on a proposé de travailler sur les biens conscients, puis aussi comment on développe des comportements inclusifs dans les organisations. Parce qu'il y a beaucoup de recherches actuellement qui se font en disant, on réfléchit sur les stéréotypes, les gens prennent conscience de leurs biais, mais après, ils savent pas trop comment travailler avec ça. Ils sont comme pris, puis des fois, ça peut être contre-productif aussi. Donc, on s'est dit, ben, on va faire une revue de littérature aussi pour voir, ben, une fois qu'on a pris conscience de nos biais, comment on peut développer des comportements inclusifs. Donc, mieux connaître la réalité des personnes, par exemple, comment on peut mieux les inclure dans nos équipes de travail, comment on peut mieux les inclure dans nos processus de décision, dans nos organisations, etc. Donc, aujourd'hui, je peux pas rentrer dans, on a énoncé plusieurs biais et plusieurs comportements, des biais qui sont liés à la personne. Donc, toute ma réflexion, hein, mon introspection que je peux faire, les biais qui sont liés avec mon groupe d'appartenance. Hein, on a beaucoup de biais de similarité. Hein, on s'associe beaucoup aux gens avec qui on travaille. C'est ça qui fait que les gens sont à la marge parce que on veut beaucoup les rentrer dans notre norme, nos normes universitaires, nos normes d'organisation. Puis tous les biais qu'on a, les comportements qu'on peut développer avec des groupes historiquement marginalisés. Il y a toute une littérature aussi spécifique là-dessus. Donc, le projet, il porte sur ça. Puis là où on rejoignait beaucoup, moi, je me cherchais une méthodologie de recherche quand j'en ai discuté avec Alain, avec l'équipe, je faisais participer les parties prenantes. Parce que nous, le parcours est avec, on a entendu ça ce matin, c'est vraiment, vraiment important. On voulait pas faire ça tout seul. Donc, on est allé vraiment mobiliser beaucoup, beaucoup de parties prenantes. On a deux types de parties prenantes qui participent au dispositif de recherche. On a trois terrains. Donc, on s'est dit, on va aller prendre, tantôt tu disais laboratoire, nous, on dit un peu, c'est ça, laboratoire social, où on va aller mettre des gens ensemble, on va les observer par des formations. Donc, on a l'Université Laval, qui est le projet, on a un centre, un gros centre hospitalier dans la région de Québec et la ville de Québec. Donc, on voulait avoir un impact sur notre région, qui est très peu diversifiée. Donc, on s'est dit, alors ça, c'est comme nos laboratoires. Et on a travaillé avec plein d'organismes du milieu qui visent à insérer les personnes historiquement marginalisées. Donc, des organismes communautaires qui travaillent pour des personnes en situation de handicap, pour les femmes, pour les personnes marginalisées. On travaille aussi beaucoup sur la diversité sexuelle, pluralité de genre, hein, les gens qui sont très marginalisés aussi dans nos organisations. Donc, on a travaillé avec, alors on est vraiment, on a une vingtaine d'organisations partenaires, puis on se disait comment on va les faire travailler ensemble. Donc, c'est pour ça que la recherche était vraiment intéressante parce que on co-construit nos méthodes, nos façons de faire. Et la façon dont ça se traduit, puis on va le montrer dans l'autre diapo, c'est qu'on a décidé d'organiser des formations qu'on appelle expérientielles. Donc, on met des gens sur différentes thématiques. On n'aura pas le temps de rentrer dans ça. Si ça vous intéresse, le papier est publié, donc on vous donnera la référence tout à l'heure. Donc, on fait des formations, on les fait venir, on les questionne avant, pendant, après, où vous vous situez. Quand vous venez à la formation, on échange sur la thématique.
qu'est-ce que vous apprenez, puis après, comment vous pouvez appliquer ça dans votre milieu. Donc, c'est un peu comme, ça nous permet d'atteindre ces objectifs-là. Puis, un des outils, notre cadre théorique est beaucoup fondé sur un livre qu'on avait publié juste avant d'avoir la recherche. Donc, sur les biens conscients. Alors, tous nos cadres théoriques sont là-dedans. J'en ferai pas non plus dans les détails, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, c'est en accès libre aux presses de l'Université Laval. Vous pouvez télécharger le PDF, puis vous avez accès au cadre théorique. Ce qui est intéressant, puis on va en parler aussi demain, on n'est pas venu pour rien. On a développé des boussoles parce que une raison pour qu'on a travaillé ensemble aussi, c'est qu'Alain développe des boussoles numériques éducatives. Fait qu'on a développé une boussole numérique sur les biens conscients et comportements inclusifs. Alain va peut-être en parler un petit peu je vais en demain glisser un dans mot demain, l'ensemble ouais. de ces boussoles. C'est la plus populaire à date. On a entre 3500 répondants à peu près. Répondants. Donc, c'est un questionnaire en ligne où les gens vont faire une réflexion sur leurs biens conscients. Ça s'adresse vraiment à tous les milieux, milieu scolaire, milieu de la santé, milieu d'université, milieu. Tu sais, c'est vraiment général là, comme réflexion qu'on peut avoir selon nos positions. C'est un questionnaire où les résultats sont analysés en temps réel, puis vous obtenez un portrait aussi de vos résultats qui sont associés au bien inconscient, puis aussi c'est mis en relation avec les autres. Donc, demain, on va donner, en tout cas, c'est en ligne, là, si vous faites ça. Fait que les gens ont commencé à réfléchir avec ça, puis ensuite, ils ont identifié leurs biais, les comportements qu'il y avait, puis après ça, ils viennent faire des formations. Donc, c'est un peu notre dispositif, puis à la fin, on va voir, ben, toutes ces formations-là vont être redonnées à la communauté, hein, comme tu disais, donc, au plan pratique, là, on développe des choses. Donc, c'est vraiment une dynamique de collaboration, de co-construction des connaissances, comme je le mentionnais. Puis, il y a plein de chercheurs autour. On est toute une équipe de chercheurs. On a des étudiants au doctorat, post-doctorat. Donc, c'est vraiment... Peut-être, je sais pas si... C'est bon. Donc, Ouais, ça, c'est nos itérations. Ouais, donc, c'est un peu... On voulait montrer un peu comment... je vais commencer, puis Alain, tu compléteras cette ouais. fois. Donc, alors, son schéma, tantôt, moi, quand on a pensé le projet de recherche, j'ai dit comment ça peut se traduire dans un projet de recherche. Donc, vraiment, notre première itération au début, là, on le voit pas, mais c'était vraiment l'objectif, hein, c'est ça, on veut que les gens aient moins de biais, plus de comportements inclusifs. Donc, la première question, c'était quels sont les biens conscients et les comportements inclusifs? Donc, c'est ça notre problème. Et c'est pour ça que la première itération qu'on a fait, c'est que les gens ont fait le questionnaire, la boussole, c'était comme des pré-têtes. Puis on a discuté avec les gens, puis on veut même que cette boussole-là, on va peut-être faire une boussole 2.0, là, parce que on pose toujours les questions, genre, comment vous avez trouvé les outils? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça veut rien dire? Est-ce que les questions sont compliquées? Fait qu'on est toujours en itération et en évaluation. Donc ça, puis on l'a ouvert à d'autres milieux aussi pour élargir. Et là, après ça, ben, notre deuxième question, c'était quels sont les besoins en matière de bien conscient? Parce que de faire ça, les gens ont dit, ben moi, je voudrais en apprendre plus sur, par exemple, les personnes en situation de handicap. Je voudrais travailler un petit peu plus sur comment je vais communiquer de façon inclusive, comment je vais mettre des pratiques organisationnelles plus inclusives dans mon... alors, un certain nombre de sujets qu'on a identifiés ensemble. Donc, on a tout fait ça ensemble. On est arrivé à 8 thèmes de formation. Et là, on est en train de faire les formations. On a fait une première itération d'un groupe d'à peu près 30 personnes qui nous suivent, qui viennent à chaque mois à l'université. C'est vraiment complexe là, de tout gérer ça. Mais ils viennent faire des formations, puis on leur pose des questions sur où ils se situent. Fait qu'on est vraiment puis on va peut-être développer un modèle d'accompagnement avec ces formations-là. Fait que je dirais qu'on est rendu à la troisième itération où on l'expérimente, nos formations, puis on essaie parce qu'on va les refaire. On va faire plusieurs itérations par la suite aussi avec nos 3 organismes. Donc, je parlais, s'il te plaît. Je voulais juste ajouter que dans le cadre de nos premières itérations, s'il y avait des éléments que le milieu nous aurait rapportés, aurait grandement influencé les itérations suivantes. Pour le moment, ce qu'on a planifié tient la route. Mais je donne un exemple par rapport aux formations et besoins d'accompagnement. À date, ce que les gens nous disent, c'est vraiment, c'est pertinent, puis on veut continuer. S'ils nous avaient dit, ben, le modèle de formation que vous proposez, ça marche pas, puis c'est pas pertinent, mais là, ça nous aurait permis d'avoir cet input-là pour dire, ben, non, on va réaligner des éléments en fonction des besoins de notre milieu. Donc, à date, ce qu'on a planifié, nos 6 itérations, je disais tout à l'heure, je vais pas en faire 6, là, nos 6 itérations, pour le moment, tiennent la route. On est rendu quand même pas mal maintenant à la 3e itération pour penser au modèle d'accompagnement. On s'intéresse, entre autres, par rapport à notre thématique,
bien évidemment au changement de comportement. Donc, on prend, entre autres, des instruments qui vont nous permettre d'être capables d'identifier justement ces changements de comportement-là. On a aussi, avec d'autres collègues, conceptualisé la formation dans l'idée d'être capable de reconnaître, d'être capable de communiquer, puis par la suite d'être capable d'agir. Donc, on pense qu'avec ça, ça va nous permettre là, vraiment de voir certains changements. Puis on pense que les apprentissages par rapport aussi aux différents groupes, puis aux différentes formations, ils se déplacent une fois par mois, ben, ils vont avoir évidemment des effets. Donc voici, c'est pas mal là où on est rendu. Je regarde le temps filé, on est rendu déjà à 26 minutes. Peut-être qu'on pourrait garder un peu de temps, je pense, pour les questions, commentaires. Ah oui, il reste une diapo de conclusion, effectivement. Les formations sont toutes faites par, si on parle de personnes en situation de handicap, c'est des personnes en situation de handicap qui peuvent parler. Si on parle de diversité sexuelle et intelligente, c'est parcours avec. C'est ça qui nous a permis de faire ça, puis c'est tout développé ensemble. Tout ça est sur un intranet aussi. On a développé un portail où toutes les questions sont les questionnaires de recherche, les contenus de formation. Donc ça, c'est en termes de dispositifs, là, c'est ça qu'on essaie de... Donc, juste pour terminer, quelques leçons, puis après, on ira aux échanges parce que donc, l'impact positif, je pense que ça, en tout cas, comme Alain disait, actuellement, ça fonctionne quand même assez bien comme méthodologie. C'est complexe, par exemple. Je ne cache pas, là, 20 partenaires, tout coordonner ça, puis ça fait beaucoup de... Puis, tu sais, taux de participation, il y a des gens qui viennent beaucoup à certaines formations, d'autres moins, puis ils remplissent pas toujours les questionnaires non plus. Fait qu'on fait de l'observation, on va probablement faire des entrevues parce que on a, tu sais, les gens sont très, très occupés quand on fait des recherches labo comme ça, là, donc c'est un aspect de complexité. Le défi de concilier à la fois la perspective intersectionnelle et de chaque groupe, parce qu'on veut travailler aussi dans les perspectives intersectionnelles. Donc, c'est sûr que la personne n'est pas juste en situation de handicap, on n'est pas juste une femme, on n'est pas juste un premier peuple, on est à l'intersection. Même vos étudiants, vous parliez aux étudiants tout à l'heure, hein, c'est des gens qui sont pas juste marginalisés dans une forme de marginalisation, il peut y en avoir plusieurs. Fait qu'il faut aussi essayer de travailler toujours dans cette perspective-là, ce qui est pas simple. Donc, la difficulté d'évoluer dans un processus où tout n'est pas déterminé. Les gens, au début, ils disaient, mais quoi qu'on fait, là? Ouais, on comprend pas. Expliquez-nous, là, c'est quoi, là? Puis ça, je sais pas si vous avez des comités éthiques chez vous de recherche, là. Les autres, ils veulent savoir que tout est déterminé à l'avance, mais on n'est pas capable de leur dire. Fait que ça, on est encore là-dedans un petit peu, là. Présence nécessaire d'un chercheur spécialisé, parce que moi, là, moi, je cherchais, là, au point est-ce qu'on est rendu dans notre dispositif. Fait que c'est vraiment qu'on s'embarque là-dedans, on peut d'être quand même à l'aise avec la méthodologie, là, qu'Alain nous permet. Nécessite de prévoir suffisamment de temps et de ressources financières. C'est un projet de 450 000 canadiens, donc je dirais pas loin de 700 000 euros. Non, le Non, contraire. 200, moins, 200 ou 300 000 euros, c'est fait qu'on diminue dans l'autre sens, excusez-moi. Mais quand même, tu sais, donc ça prend beaucoup de ressources parce qu'il y a des coûts de formation pour déplacer des gens, beaucoup moi, je paye, si je travaille avec un organisme dans le milieu, ben, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous connaissez les organismes communautaires, c'est pas beaucoup financé. En général, ils sont toujours à la recherche de financement. Donc, avec ce projet de recherche-là, je peux transférer des fonds. Donc, on peut transférer plusieurs milliers de dollars en disant, ben, collaborez avec nous, mais ils sont payés pour le faire. Puis aussi, finalement, ben, important, ça prend du temps. Hein, ça nous a pris comme 2 ans à démarrer ça. Le projet est 3 ans. Fait que là, on est en rattrapage, parce qu'on veut faire plusieurs cohortes, plusieurs cycles. Puis, importance que les outils générés, là, Alain en a parlé, là. Tout ce qu'on fait, on le laisse et tout est gratuit. On veut le redonner vraiment à la communauté en termes, soit en ligne, soit en... Ouais. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir l'article qu'on a publié qui est en accès libre aussi, si on veut être cohérent. Merci. Questions, des commentaires? Monica? Si tu n'as pas fermé le diaporama, tu l'as fermé? Non, pas encore, je pense. Encore. Tu peux revenir sur le schéma ici. Donc, cette méthode, donc, même si elle n'est pas publique, elle est une méthode par rapport à la recherche-action. Par le côté de la théorisation du mariage, théorie bien compris pratique. Ouais. Et donc, je voulais juste vous confirmer, après je vais lire l'article, que la théorisation a raison à
l'itération numéro 3 là-bas, le design avec l'étape 3, c'est là où vous théorisez un peu. On a théorisé presque à toutes les étapes. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Vous commencez et quand le modèle est terminé, le modèle théorique il est terminé quand? Je parle du modèle théorique final. Le dispositif. C'est un peu comme la méthode de la théorisation d'entrée, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, à la fin, tu peux modéliser, théoriser. Parce que c'est ce qu'on nous école dans les sciences, voilà. Mais par rapport aux sciences dures, qu'on n'a pas de théorie à la fin, surtout quand on fait des entretiens. Donc ici, la chose qui est intéressante, c'est ce mariage entre théorie et pratique, mais il ne s'agit pas juste de justifier avec des théories les étapes. Est-ce que vous souhaitez un modèle à la fin théorique, de théorisation? Tu comprends ma question? Oui, oui, tout à fait. En fait, dans le design-based research, mais c'est bien de parler aussi de recherche-action. Ce qui la distingue, à mon avis, il y a l'aspect design qu'on retrouve pas nécessairement dans la recherche-action. Oui, oui, tout à fait. Puis au niveau des contributions théoriques du design-based research, souvent aussi, ça peut s'articuler autour des principes de design. C'est-à-dire comment on peut contribuer à de meilleures connaissances aussi sur les aspects théoriques qui nous ont en quelque sorte animés. Aussi, je pense que tu aimes bien arriver aussi à proposer des modèles en fonction des données qui ont émergé dans le cadre de la recherche. Ouais. Donc, ça, l'expérience, ça commence à prendre forme à quelle étape? Mais, en fait, la théorisation s'est faite à toutes les étapes. Parce qu'on a passé avec les théories là, sur les biens conscients et comportements inclusifs, puis on avait aussi la théorie sur les changements de comportement. Parce que nous, c'était vraiment important, parce que nous, on veut changer des comportements. C'est ça, l'objectif, c'est on veut que les gens qu'ils développent leur posture inclusive. Fait que ça, c'était nos deux théories de départ. Puis comme Alain, on n'a pas eu le temps d'en parler là, mais on a un modèle théorique qui je développe mon inclusivité avec trois grands comportements. Donc, je rapidement tantôt. Je reconnais les inégalités. Puis ça, on l'a développé ensemble. Tu sais. Comment je reconnais les inégalités dans mon milieu. Après, comment je vais communiquer, parce que toute une question de dialogue sur l'inclusion, sur les marges. Là. Puis après ça, comment je vais changer mes pratiques dans mon milieu. Tu l'as pas au début, on est d'accord. On l'avait pas au début, on l'a fait ensemble. Mais là, c'est là à partir de ça, on le teste dans 8 formations. Ces 3 comportements-là, on essaie de... Mais tu n'avais pas idée de ce que ça va donner. Donc, il se construit au... Absolument, c'est ça. Fait que là, on est rendu, c'est ça. On était à quelle étape tu vois déjà l'émergence? On la voit déjà là, je dirais. Oui, mais je comprends, Rotika, mais il y a également aussi d'autres référents théoriques qui nous ont animés au préalable. Il y a eu le livre sur les travaux sur les biens conscients qui nous ont permis de faire la boussole, puis qui nous permettent de voir si ça tient la route aussi. Donc, ça, c'est un aspect. Mais par rapport aux formations, il y a celui-là. Par rapport au changement de comportement, éventuellement, on prend un modèle puis on va voir comment on va contribuer aussi. C'est le combi. Vous avez déjà des idées au départ. Oui. Vous lisez beaucoup, c'est la revue de littérature. C'est ça. Mais quand même, vous donnez une forme à cette modélisation au fur et à mesure. À moi, je vous demande maintenant, puisque c'est excellent, et puisque vous avez financé des cours, ça mieux pas. Je veux aussi que vous me donniez cette modélisation pour que je l'applique en Polynésie. Et vous allez me donner une modélisation que je peux appliquer, pour que ça soit opérationnel. Ouais. Et donc, vous la finalisez à la fin. Et pour l'améliorer à chaque étape, c'est ça que vous dites? Ouais. À chaque étape, oui. Mais vous l'enrichissez à chaque étape. Oui. Et à chaque étape, on revient en disant est-ce que le cantorique tient toujours la route? Est-ce qu'on ajoute des choses? Est-ce que ça répond toujours aux besoins? De modifier, si ça oui. Pas la route. Exact. Oui. Contrairement à la recherche-action aussi, là, la recherche-action, des fois, il y a beaucoup de choses qui émergent sur le terrain. Ici, on a un cadre théorique de départ. Je pense que c'est important. Parce que sinon, les gens, là, ils vont dire, on s'en va où avec ça? Tu sais? Puis nous, on revient toujours, tu sais, comme, là, j'ai développé une fresque de l'inclusion, là, parce que nos formations d'expérimentation, ce sont des jeux qu'on fait. Il n'y a pas de PowerPoint. Quand les gens viennent en 3 heures, on les met dans des vraiment des aspects ludiques, des jeux sérieux, moi, je sais pas si vous connaissez la fresque du climat. Donc, moi, dans le cadre de ce projet-là, on a développé la fresque de l'inclusion, 42 concepts, les gens placent ça. Puis, on a utilisé le cadre théorique de départ sur je reconnais, j'agis, je communique. Puis, ça prend ça, parce que sinon, on va s'en aller dans tous les sens, tu sais, avec
les concepts d'inégalité des groupes historiquement marginalisés. Fait que ça, là, vraiment, en tout cas, on l'a co-construit dans ce projet-là. Puis maintenant, on l'utilise, on l'anime dans d'autres milieux. Tu sais, mais fait que c'est ça. Fait qu'il y a toujours un aspect théorique derrière qui nous guide, puis il y a toujours un aspect de recherche, puis un aspect de développement d'outils tangibles. C'est toujours les trois. Peut-être que vous pouvez donner un exemple concret. Moi aussi, j'arrive pas en choisissant un parmi, ou je sais pas, un exemple, je sais pas, je sais pas, à partir d'un début, je sais pas où est-ce qu'on peut mettre le début, un biais inconscient, ou alors euh, je sais d'une formation là, expérientielle du début, et puis voir comment nous expliquer peut-être concrètement En fait, comment toutes les étapes après. Ouais. J'aurais vous dire, on aurait pu faire un séminaire sur projet, finalement. On peut faire autre chose plus tard, ouais, c'est ça. Ouais. Non, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que on avait prévu aujourd'hui lancer l'idée en lien avec le thème du colloque, puis aussi sur les aspects des on-based research, puisque je dis finalement, on aurait pu présenter plein de trucs sur le projet. C'est un peu ça. Donc, la fraise de l'inclusion, finalement. Ah oui, c'est ça. Même la boussole aussi qu'on a fait sur les biens conscients. Bon, j'en présente une autre, là, mais de façon concrète, Ben, en fait, ce que je dirais, c'est que ici, là, on a travaillé beaucoup sur les biais. Puis après, on a dit, OK, une fois qu'on a des biais, on travaille beaucoup plus sur les comportements. Parce que les biais, une fois que tu as pris connaissance de tes biais, on s'est dit quand même qu'on demanderait aux gens qu'est-ce que vous dites de vos biais, vos biais, vos biais. À un moment donné, on trouvait qu'on saturait, fait qu'on est allé vers les comportements. Fait que ce projet-là, il permet aux gens de mieux développer des comportements inclusifs. Fait que les comportements, on les a déclinés sur 8 formations. Donc, il y a 5 formations qui sont plus sur reconnaître. Donc, reconnaître les inégalités auprès des 4 ou 5 groupes historiquement marginalisés que j'ai mentionnés. On a une activité introductive qui est la fresque qui introduit tous les concepts parce qu'on s'est dit les gens, s'ils n'ont pas le vocabulaire commun, ils ne suivront pas. Puis ensuite, on a 2 autres formations qui sont juste sur communiquer de façon inclusive et agir, changer les pratiques dans mon organisation. C'est comme ça que se décline concrètement, là, c'est ça qu'on fait présent. Puis avant chaque formation, on dit aux gens, vous en êtes tout, tu sais, dans vos connaissances là-dessus. Ce que vous développez, on observe les gens quand ils viennent aux formations, puis après, où vous en allez avec ça. On a un questionnaire en 4 moments qui évalue l'ensemble. Mais si la première fois qu'on le fait, on ne sait pas si ça fonctionne bien, mais à date, puis les gens sortent en disant, oui, j'ai compris telle chose, je ferai plus la même chose dans mon organisation. C'est vraiment là, hein, puis on a 3 grands comportements clés, puis il y a des sous-comportements dessus. Mais on sait ce qu'on évalue là, vraiment là-dedans. Combien là, une littération, ça dure à peu près 1 an, tout ça. Non, tout la boucle. Toute la boucle, ouais. À la 6e itération. En fait, les 8 formations, en fait, sont dans une unité. Ça ici, les 8 formations, ils sont là. Puis après ça, on va se dire, bon, est-ce que l'ensemble de ce modèle-là est bien ou pas? Est-ce qu'on change des choses dans nos 8 formations, dans nos outils, dans nos modèles théoriques? Ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas? Dans chaque formation, vous mélangez des personnes qui viennent de nos 3 organisations. Ouais. Puis on a commencé avec des gestionnaires, parce qu'on s'est dit, si les gestionnaires réfléchissent pas à ça, ça va être... Mais après, on le fait dans chaque organisation. Mais tu sais, ça pourrait se faire dans n'importe quelle organisation, honnêtement. Là. Il faut 1 année, 2 années? Un cycle de 8 formations, là, c'est comme au moins une bonne année. Là. Sur la boussole au départ, puis ensuite... Et après, donc, les formations, c'est dans l'étape 2. Ça veut dire qu'après, vous analysez, et c'est pas obligé de refaire la formation. C'est juste un retour... on refait peut-être qu'à la fin des 8, on va dire, on garde plus les 8, on en garde juste 5. Là, vous êtes trop. Là, on est rendu on fait la 5e formation sur 8. On en a 5 de fait. On est ici, ouais, on les a conçus, on est en train de les expérimenter. Oui, OK. Ouais. Fait que là, à la fin des 8, on va demander aux gens, est-ce que vous allez nous raconter ça? Quoi de nous, et 2 ans? C'est ça, ouais. Oui, on va prendre un abonnement au colloque. Ouais. Mais c'est... L'intention est financière, surtout le processus créatif, nous, les chercheurs, c'est logique. Les gens qui nous financent,
peut-être pas avec des mouvements, comment vous faites justement pour, est-ce que vous parlez de ces processus créatifs et des influenceurs? Est-ce que vous avez un peu de recul sur comment mieux prendre cette dispositif d'avoir des financements? Ben là, ce qui nous a aidé, c'est qu'on a eu un financement de base pour tout développer ça. Ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est que tous les gens qui viennent en formation, la formation, c'est tout gratuit, ça. Donc, les gens, si on... Ouais, mais sa question, c'est plus comment convaincre le bailleur de fonds. C'est ça. Ouais. Ben, c'est un. Ouais. Non, non, ils ont tout acheté ça au départ. C'est ça votre question? Le bailleur de fonds a tout financé Ouais, ça au départ. on est particulièrement fiers, honnêtement, d'être capable de financer un projet qui n'est pas nécessairement qu'en éducation, même si on fait de la formation, là. On peut l'inscrire dans la formation continue, dans le développement professionnel, mais qu'on ait réussi à mettre de l'avant une design-based research dans un projet comme celui-là. Ça, on est particulièrement fiers parce que moi-même, dans mes propres financements, il y a des fois, il y a des gens qui comprenaient pas trop le design-based research. Je changeais un peu, j'appelais ça une forme, des recherches-actions. Après ça, quand je tournais, je faisais une design-based research. Ça ressemble un peu à ça. Mais dans ce cas-là, formellement, on l'a, entre guillemets, présenté comme ça. Puis, bref, ça s'est bien passé, visiblement. Là. Notre bailleur de fonds a beaucoup aimé ça parce qu'ils veulent des recherches participatives. C'était un programme de recherche qui s'appelait Financement sur le genre, la race et la diversité. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchaient des méthodes innovantes. On est arrivé combien sur 140 je trouve que c'est en deuxième ou troisième. C'est quand même pas si mal. Avec ça. Parce qu'il y a plein de gens qui disent on va faire participer les gens, mais au final, ils ne font pas partie. Moi, on remarque ça beaucoup, là. Ça revient toujours. Fait qu'il était vraiment à la recherche d'un modèle innovant que c'est ça. Puis que les gens, il n'y a pas de gratuité derrière parce que travailler dans les marches, ça veut aussi dire travailler toujours bénévolement. J'entendais ce matin, là, il y a quelqu'un qui a dit on fait ça en plus de nos heures de travail ou tu sais, les gens font ça personnellement parce que c'est une cause. Puis le bailleur de fonds qui nous a financé, c'est surtout pas ça qu'il voulait. Les gens viennent tous sur leurs heures de travail. Tout est fait. Il n'y a rien qui est gratuit. Puis nos gens qui viennent faire des formations sont payés pour le faire, puis ils vont pouvoir réutiliser ça dans leur milieu. Fait que ça, c'est vraiment, on était chanceux parce que c'était l'esprit de la subvention. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tout acheté ça. Maintenant, notre défi, c'est de faire en sorte que ça se perpétue au niveau financement parce que c'est quand même un modèle qui est pas, qui est assez, qui demande quand même des ressources. Je sais pas si ça répond à votre question. Lily, une dernière question avant qu'on aille déjeuner. Sur un temps assez long, donc j'imagine qu'il peut y avoir du turnover, tout le monde n'est pas stable dans une organisation, qu'il peut y avoir des changements. Et je me posais la question par rapport à ça, est-ce que vous avez un pan de votre travail de recherche qui s'intéresse aux genèses instrumentales chez les acteurs, aux valeurs d'usage qu'ils accordent aux outils que vous leur proposez? Voilà, est-ce que vous avez une dimension plus ergonomique, voilà, sur comment ils s'approprient les choses eux-mêmes dans leur organisation? C'est pour ça que quand on conçoit les formations, on les conçoit avec nos acteurs, nos actrices. Donc, ils vont être capables de reprendre ça par la suite. Ben. Ça fait partie du modèle. On n'est pas tout à fait rendu là, mais on a déjà pensé à des activités, entre guillemets, de restitution, ce que j'avais appelé le mini-colloque. Donc ça, il pourrait y avoir évidemment des collectes de données qu'on peut faire justement pour voir comment ça peut s'articuler dans les différents milieux aussi. Puis, à la fin des formations. Faut dire aussi qu'on a toute une structure de gouvernance de ça là, qu'on n'a pas présentée. Fait que moi, on a des équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus avec nos organismes du milieu. Puis on a un comité qui réunit nos 3 partenaires. Puis on se rencontre à tous les mois ou à peu près. On fait des discussions pour comment ça va, les formations, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont. Puis il faut dire aussi qu'on n'est pas parti de zéro. Souvent dans des projets là, on refait j'appelle ça refaire la roue là. Donc, tout ce qui est formation, tout ce qui est outils, tout ce qui est connaissances, on est reparti de ce que les gens donnaient déjà parce que les formations sur les personnes en situation de handicap ou les premiers peuples, ça existait déjà. Donc, on les a juste un peu donné un autre
élan pour le mettre dans la perspective du projet qui est changer des comportements. Parce que, Et je pose la question parce que ça me donne l'impression pour retracer des genèses instrumentales au niveau collectif. Ouais. Est-ce que vous arrivez à avoir des personnes qui sont les mêmes du début à la fin, pas mal. des genèses instrumentales individuelles? Nos partenaires, c'est pas mal toujours les mêmes. Je vous dirais ce qui change chez les gens qui viennent aux formations. Mais c'est toujours le même groupe. On a un groupe d'une 40aine de personnes, puis ils viennent à toutes les formations plus ou moins. Il y a des gens qui peuvent pas venir à une, ils viennent à l'autre. On les a pas obligés. Mais derrière l'équipe de projet, ça va être toujours les mêmes acteurs, actrices. Donc, toujours les mêmes organisateurs, toujours les mêmes chercheurs. Hein, je peux dire ça, même les étudiants, étudiantes, fait qu'on est capable d'aller vers ça. Parce que c'est sûr que si on change, on essaie vraiment de... Donc, ils se sont engagés pour tout ce temps-là. Là. Ouais, puis ça aurait été difficile de les suivre sur le plan individuel, longitudinalement aussi, là. Ça aurait été quand même... Mais les personnes au plan individuel qui Ouais. participent aux formations, eux, on les suit de façon individuelle. On leur demande toujours... Ouais, mais ils viennent pas toujours, par contre. C'est ça, mais c'est quand même là qu'ils viennent le plus possible. Merci. Encore bravo. Merci. Projet. Merci beaucoup. Donc là, c'est l'heure de la pause déjeuner et ça reprendra à 13h45 pour une session plénière. Donc, Ben, merci à vous. Merci. Merci.